Bonjour à tous et Bonjour. merci de nous avoir rejoints sur ce Club REM Plus du 6 juillet. À l'ordre du jour, quoi de neuf du côté de l'actionnariat salarié? On va passer ensemble 1 heure et demie pour parler des tendances et des évolutions de l'actionnariat salarié. On va le faire à deux avec Médéric Bastard qui s'occupe de ce sujet et qui a analysé et traité les données de l'enquête qu'on a faite avec la FAS, la Fédération des associations d'actionnaires salariés. Cette enquête, qui est un petit peu le baromètre des tendances de l'actionnariat salarié, c'est la deuxième fois qu'on le fait. On l'a présenté l'an passé et on l'a refait cette année. On a eu une première restitution des résultats de cette enquête chez Clifford Chance il y a 3-4 jours et on a réservé une présentation spéciale pour les membres du club REM+. Alors pourquoi l'actionnariat salarié? Parce que l'actionnariat salarié, c'est vraiment quelque chose qui monte en puissance, que les entreprises s'approprient de plus en plus, et on a voulu savoir finalement quel était le panorama de l'actionnariat salarié, quelles étaient les évolutions et qu'est-ce qui pouvait encore être amélioré après ces expériences assez nombreuses dans les grands groupes. L'ordre du jour de notre réunion se fera en 3 grands temps consacrés à l'actionnariat salarié. On va passer 45 minutes à vous présenter les principaux résultats de cette enquête. Je vous conseille, si vous avez des questions, de nous faire un chat. On a prévu un temps d'échange à l'issue de cette restitution pour vous permettre de réagir. L'enquête étant statistique, il faut du témoignage. Et ça, je remercie la présence de Anne-Claire Perrin, DRH de CETI, société qui va vous présenter son approche originale de l'actionnariat salarié dans un deuxième temps. Donc on aura ce dialogue, je pense que vous intéressera. CETI a eu un prix de la FAS également en 2022. Et puis, on essaiera de terminer quelques pistes pour, selon nous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller plus loin. C'est l'offre Cher Plus qu'on va vous présenter. Et enfin, en fin de réunion, comme la semaine prochaine, nous vous enverrons la nouvelle enquête, le questionnaire de la nouvelle enquête ENAO que nous vous présenterons lors du club de septembre, on va en dire 2 mots pour boucler cette réunion. Donc, je propose tout de suite que nous engagions la restitution des résultats et Médéric va nous présenter un petit peu quelle est la finalité de cette enquête. Oui, donc bien sûr. Donc commençons par les objectifs. Donc l'objectif a été effectivement de créer un outil de référence, un baromètre qui puisse à la fois faire un panorama des pratiques, mais aussi prendre en compte l'évolution de ces pratiques sur le marché et de pouvoir vous les restituer pour avoir une vue globale de tout ce qui se fait. Donc, concernant notre méthodologie, vous le savez, donc on passe par un questionnaire en ligne. Ça commence à être habituel maintenant. Concernant le panel, on a effectivement ciblé des entreprises cotées et non cotées. Et le fondamental, vos réponses restent anonymes et confidentielles, ce qui nous permet d'avoir un panel représentatif et une qualité de données assurée. Donc, concernant le panel des entreprises, donc on a 36 entreprises sur 48, donc une grande majorité d'entreprises qui sont cotées, donc 75%. On a un total de 91 entreprises cotées CAC 40 et SBF 120 cumulées. Et on retrouve donc 9 entreprises qui ont déclaré que l'État était actionnaire. Concernant les effectifs, donc, on a une grande majorité d'entreprises ayant de plus de 10 000 salariés. On a 70% d'entreprises qui déclarent avoir plus de 10 000 salariés. Et également hors de France, avec une part importante, donc 46% des entreprises qui déclarent avoir 50% de leurs salariés hors de France. Donc, Médéric, on a un panel qui est représentatif des politiques des grands groupes, Oui. en France et à l'international, coté pour la plupart, et internationalisé, ce qui correspond effectivement à une tendance de l'actionnariat salarié, d'associer les salariés dans toutes les localisations où les groupes sont présents au plan d'actionnariat salarié. Alors la tendance générale et la nouvelle la plus importante qui ressort de cette enquête, c'est que la moyenne de part de capital détenue par les salariés au sein du CAC 40 a augmenté par rapport à l'an passé. Au sein du CAC 40, on avait 3,4, on est passé à 3,6. Vous me direz, c'est pas beaucoup, c'est 0,2%, mais c'est quand même assez significatif qu'on se rapproche, on a maintenant plus des 4%.
de salariés qui détiennent du capital de leur entreprise. Bien évidemment, les leaders sont toujours les mêmes. Bouygues qui fait course en tête avec plus de 20% de son capital détenu par les salariés, suivi de Saint-Gobain à presque 10% et de la Société Générale à presque 8%. On voit après Total Energy, Veolia, BNP Paribas, etc. Ce qui peut être à rappeler, c'est que ces taux importants de part de capital détenus par les salariés sont le produit de campagnes anciennes et récurrentes. C'est-à-dire que comme les salariés peuvent quitter le fonds au bout de 5 ans, si on ne fait pas des plans régulièrement, il y a toutes les chances que ce taux diminue par attrition naturelle. Donc on a des piliers de l'actionnariat salarié qui en font depuis les années 80, comme Bouygues et Saint-Gobain et Société Générale ou Total Énergie, qui continuent à en faire tous les ans, qui se renouvellent et qui maintiennent une part de capital importante de l'ordre de 7-8%. Je mets Bouygues de côté, qui a une part exceptionnelle, et qui, quelque part, font que les salariés actionnaires sont parfois le premier actionnaire de l'entreprise, comme c'est le cas de Veolia depuis cette année. Donc des salariés actionnaires qui comptent, qui pèsent, qui sont au-delà du seuil des 3%, qui, comme vous le savez, leur permet d'avoir un administrateur salarié actionnaire au conseil d'administration. Si on voit maintenant le SBF 120, en fait le Next 80, c'est toujours Eiffage qui est leader avec plus de 20%, puis Soprasteria et Eve, la Française des Jeux, qui a bien monté ces dernières années, Valeo qui se maintient, Seb qui a également bien monté. Donc on a des groupes qui ont des ambitions en matière d'actionnariat salarié au-delà du CAC 40, des groupes qui apparaissent comme Rémy Cointreau, qui a fait sa première opération l'an passé en France et à l'international, qui a très bien marché et qu'on a accompagné. Donc on a quand même une diversification de l'actionnariat salarié dans des groupes qui n'en avaient pas fait depuis leur origine. Donc ça, c'est une tendance très positive. Si on voit maintenant le cru 2022, le cru 2022, il est très bon, puisqu'on a 60% de notre panel de répondants qui a réalisé une opération d'actionnariat salarié au cours des dernières années, donc 6 sur 10. Et c'est assez important de noter qu'il y a beaucoup de plans en cours en 2022 et en 2023, que l'effet Covid, si on peut dire, a été gommé, puisqu'on avait eu une baisse en 2021. On a largement rattrapé cet aspect des choses. Donc, c'est une 60% de part d'entreprise et 77% des répondants. Donc, voilà une bonne nouvelle. L'actionnariat salarié a le vent en poupe. Exactement. Donc 54% des entreprises du panel des répondants ont une part de capital détenue supérieure à 3%, ce qui est un seuil important en matière d'actionnariat salarié. Donc on a 10% qui sont inférieurs à 1%, 18% qui sont supérieurs à 10%, et puis jusqu'à 3%, on a 54%, et au-delà de 3%, on en a 54%. Voilà un peu la tendance qui montre que on est quand même au-delà des 3% parmi les répondants. En France, les chiffres sont assez ébouriffants, assez bluffants, puisqu'il en ressort que plus d'un salarié sur deux est actionnaire dans 81% des entreprises participantes, ce qui est très important. Quand on parle d'actionnaires, il y a des actionnaires qui sont issus des augmentations de capital réservées aux salariés, c'est-à-dire là où les salariés investissent. Mais on peut également être actionnaire par attribution d'actions de performance ou de stock option ou d'autres méthodes. Mais disons que c'est quand même l'essentiel qui découle de plans démocratiques, de plans de souscription qui drainent l'ensemble de la population, avec aussi maintenant la possibilité d'être actionnaire avec l'abondement unilatéral qui permet effectivement à ce que tous les salariés d'une entreprise le soient. Donc une tendance importante avec plus d'un salarié sur deux actionnaires dans 80% des entreprises participantes. À l'international, c'est un peu moins, c'est presque la moitié, puisqu'on a plus d'un salarié sur quatre qui est actionnaire dans 40% des entreprises participantes. Donc, il y a encore un décalage entre la France et l'international. Évidemment, la France bénéficie
d'un avantage que n'ont pas les pays à l'international, c'est d'une part la possibilité de verser tout ou partie de sa prime d'intéressement et de participation dans le fonds dédié à l'action de l'entreprise, ou même de faire des arbitrages entre les fonds diversifiés disponibles et indisponibles vers le fonds en action. Évidemment, les salariés français ne s'en privent pas. On va le voir, ça leur donne un avantage par rapport à l'international où cette faculté n'est pas possible. Donc, on constate qu'une évolution positive, l'évolution, c'est qu'il y a 55% des cas où l'actionnariat salarié a augmenté, 19% où il est inchangé, 15% où il a baissé. C'est assez important donc de voir une tendance quand même à l'accroissement, à l'augmentation de l'actionnariat salarié. On va en voir les raisons tout de suite après. Ce qu'il faut noter également, c'est qu'on a la possibilité, avec l'actionnariat salarié, de faire souscrire des anciens salariés, des retraités, enfin, qui, dès lors qu'ils ont conservé des avoirs sur le plan d'épargne, et on a en moyenne 20% d'entre eux qui le font. Donc c'est quand même une réserve importante de salariés actionnaires, même si la plupart des entreprises ne font pas beaucoup de communication proactive vers ces cibles-là. À noter quand même qu'ils sont assez souvent fidèles à leur entreprise, quand bien même ils l'ont quittée. Et pour expliquer les raisons de cette augmentation, c'est très simple. Pour que l'augmentation de l'actionnariat salarié soit constatée, il faut, que les offres soient régulières. Et ça, c'est la grande leçon qu'on a déjà eu l'occasion d'expliquer dans le Club REM+. Si vous faites des plans tous les ans, vous lissez naturellement le risque dans la tête des salariés, et vous avez finalement des gens qui soit souscrivent tous les ans, soit souscrivent une année sur deux, mais ça s'équilibre. Et donc cet équilibre fait qu'il y en a plus qui arrivent qui quittent les plans au bout de 5 ans. Le deuxième point, c'est que l'intéressement et la participation, c'est effectivement un levier important de souscription en France, et ça compte beaucoup. La place de la France reste quand même importante. Et la troisième source d'alimentation, c'est les actions gratuites qui restent importantes dans beaucoup de groupes, puis l'abondement. L'abondement est très favorable à l'actionnariat salarié pour les versements volontaires. On va voir le détail après. Et enfin, la communication qui quand même compte un peu dans le succès des plans. Donc, régularité, recours à l'intéressement et à la participation en France et abondement, le tout bien communiqué, ça vous fait généralement des opérations qui réussissent avec des taux de souscription importants. Ce qui ne change pas, c'est généralement parce qu'il y a eu du départ. Il y a eu effectivement plus de gens qui ont quitté au bout de 5 ans le plan que de gens qui sont arrivés. Mais c'est quand même une minorité, et c'est le cas aussi pour ceux qui baissent évidemment, où les retraits d'avoir disponibles sont importants, où on a beaucoup de déblocages anticipés et où on n'a pas assez d'offres. Évidemment, si on le fait tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans, c'est mathématique. Donc voilà les grands enseignements qui expliquent pourquoi on a quand même une majorité d'entreprises chez qui l'actionnariat salarié augmente. Donc, si là, on se focalise sur les taux de souscription, on est également donc sur une dynamique favorable. On a constaté que plus d'un quart des entreprises avaient un taux de souscription supérieur à 75% en France, ce qui est vraiment conséquent. Et on atteint donc les 64% pour les entreprises qui déclarent avoir un taux de souscription de plus de 50%. C'est quand même 27% de plus qu'en 2022. Donc effectivement, on a un effort constaté et c'est très positif. Si on regarde à l'international, effectivement, du fait du contexte que l'on a décrit et des possibilités de souscription moindres, on est effectivement sur des taux un peu inférieurs. Néanmoins, ça reste quand même positif. Et on est à donc 30% des entreprises qui ont un taux de souscription supérieur à 50%. Et donc entre 25 et 50, on est à 22%, et seulement 48% inférieur à 25%. Donc si on regarde en termes global, on a 16% des entreprises qui ont déclaré avoir un taux moyen de souscription lors de leur dernière offre de plus de 75%, ce qui est très conséquent. Et on est à 39% des entreprises qui ont plus de 50% de taux moyen de souscription. Donc c'est
et une entreprise sur deux avec des taux de souscription compris entre 25 et 50%. Donc on est quand même sur un bon niveau de souscription, avec effectivement ces faiblesses qu'on peut avoir à l'international concernant les arbitrages, qu'on l'on verra plus tard. Donc en fait, les deux extrêmes s'équivalent, 16% au-dessus de 75, 16% inférieur à 25, oui. Et c'est dans la tranche des 25-50% qu'on trouve à peu près une entreprise sur deux à l'international. Exactement. Enfin, au global, en fait. Au global, oui, c'est ça, au global. C'est un peu la norme qu'il faut retenir. Une entreprise sur deux a un taux de souscription, tout pays compris, entre 25 et 50%. Oui, c'est ça. S'il y avait un benchmark à retenir pour ceux qui se lancent dans l'actionnariat salarié, c'est celui-là. Et je pense que c'est assez représentatif, finalement, de tout ce que nous, on peut constater dans les opérations qu'on accompagne. Exactement, oui. C'est un baromètre qui fait bien ressortir ce que l'on constate et effectivement qui permet de donner un objectif d'atteinte pour les prochains plans que vous pourriez mettre en place. Donc, concernant l'apport personnel moyen, effectivement, là, on constate exactement la même tendance, donc une hausse. On a effectivement 54% des entreprises qui ont déclaré qu'elles avaient constaté un taux moyen, donc un apport moyen personnel compris entre 1 501 et 5 000 euros. Donc c'est une augmentation de 14% par rapport à 2022, ce qui est très conséquent. Et on a effectivement calculé l'apport moyen qui est à 2 438 euros. Et donc quasiment un mois de salaire pour la grande majorité des salariés. Donc c'est vraiment un engagement et une preuve d'appétence pour justement ces plans et une souscription forte. Donc la tranche la plus importante de l'apport personnel est entre 1 500 et 3 000 euros, puisque c'est 30%. Et le montant moyen est de l'ordre de 2 500 euros d'apport personnel, qui selon les formules, soit cet apport personnel est garanti si on a une formule avec garantie de l'apport personnel, justement, ou à risque si on est en formule classique, où on a nécessairement un risque en capital en fonction de l'évolution du cours de l'action. Et effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais c'est hors abondement, donc en cumulé, effectivement, le package collaborateur est d'autant plus conséquent. Donc, concernant la communication, alors effectivement, on a dit que la communication était un levier majeur et une incitation majeure. Donc, on vous a posé quelques questions concernant le site dédié. Alors, on a une majorité d'entreprises qui dédient un site, un outil, en tout cas d'information à leurs collaborateurs. Effectivement, il y a encore une marge possible dans ces cas-là. Et effectivement, comme on l'a dit, la communication importante est un levier conséquent de la souscription. Concernant ces sites, on a constaté qu'effectivement, ils étaient ouverts souvent temporairement pour l'opération d'actionnariat salarié et rarement toute l'année, ce qui là aussi peut être une piste à creuser pour justement assurer une communication régulière et un accès à cette information continue. C'est vrai qu'en matière de digital, on a deux sites qui se complètent. On a un site salarié accessible sur Internet, que ce soit de son travail ou que ce soit de son smartphone, qui permet aux salariés d'accéder à toute l'information, que ce soit les brochures, les vidéos, le simulateur et toutes les informations pour se faire une idée du plan. Et puis d'appuyer sur le bouton souscrire et donc de basculer directement sur le site de souscription du teneur de compte qui leur permettent là de valider leur investissement. Le deuxième point, c'est qu'on constate que ces sites vivent un mois le temps de la période de souscription avant-après. 3 semaines, ça dépend des cas. Et puis, ils sont fermés. C'est un peu dommage. On va y revenir à la fin parce qu'à partir du moment où on a une marque, parce que la plupart des plans ont un nom qui est ancré, qui est connu, qu'ils font des opérations toute l'année, qu'ils s'appellent les salariés actionnaires à être de véritables actionnaires. On pourrait utiliser ces sites à d'autres moments de l'année, au moment des assemblées générales, au moment des réunions du conseil de surveillance des FCPE, pour les tenir informés finalement de la vie de leur investissement en actions. C'est un sujet sur lequel on réfléchit beaucoup et sur lequel on va revenir en fin de réunion. A priori, il n'y a pas de raison de cantonner la vie de ces sites à 3 semaines, 1 mois dans l'année.
Non, non, bien sûr, surtout que, bon, effectivement, d'un point de vue technique, les efforts sont concentrés sur la création. Ensuite, c'est de la mise à jour et de l'entretien. Et comme tu l'as dit, faire vivre l'investissement, mais aussi faire vivre le plan et le projet qui, qui, est, qui est proposé à travers ce plan, justement. Alors, on a essayé on a demandé finalement quelles étaient les incitations les plus importantes en faveur de l'actionnariat salarié. Alors, la première, évidemment, si on a une forte volatilité du cours, c'est pas bon. Et si on a par contre une stabilité du cours, c'est un vrai incitatif. Ça permet aux gens de se projeter dans une certaine réassurance par rapport à l'évolution du cours de l'action. Et on voit apparaître en deuxième point le fait d'avoir inclus l'actionnariat salarié dans une politique RSE de l'entreprise est maintenant perçu par 16% des répondants comme un facteur très incitatif au développement de l'actionnariat salarié. Et ça, c'est une nouveauté. Beaucoup d'entreprises maintenant mettent l'actionnariat salarié sous le label de la RSE, essentiellement le social ou sociétal, parce que nous-mêmes nous rendons compte, lorsque nous calculons pour le compte de nos clients leur empreinte rémunération, Oui. une forte différence entre les entreprises qui ont ou qui n'ont pas d'actionnariat salarié. En fait, le fait d'avoir un plan d'actionnariat salarié ou un nombre important de salariés actionnaires a une empreinte rémunération très forte. Et donc, la RSE et l'actionnariat salarié sont faits pour s'entendre. Ce sont des choses qui vont ensemble. Et Exactement. Voilà. Et troisième incitation, évidemment, mais vous voyez, les 4 qui suivent sont tout au même plan, donc on ne les distingue pas. Il y a la communication sur le cours de l'action, le contexte économique, il y a l'impact économique d'un certain nombre d'évolutions dont on reparlera. Vous savez que l'ANC a demandé à ce que le calcul de la décote ne soit plus imputé la première année dans les calculs IFRS, mais lissé sur plusieurs années. Donc ça a quand même eu un impact défavorable. S'il y a une association d'actionnaires salariés, ça peut jouer. Et s'il y a des facilités de paiement, c'est des causes de deuxième rang, mais qui comptent quand même dans certains cas, et on va voir leur impact après. Bien sûr. Un élément important, c'est la prédominance des formules classiques. 2/3 des répondants nous disent proposer une formule classique qu'on va voir décotée et abondée, mais qui comporte évidemment un risque en capital. On voit apparaître en deuxième lieu l'abondement unilatéral de l'entreprise qui commence à exister depuis la loi Pacte. C'est une formule qui permet d'attribuer des parts de FCPE à tous les salariés en France, dans la limite de 2% du plafond de la sécurité sociale, qui fait un peu plus de 800 €. Et puis on voit, en troisième lieu maintenant, la formule à effet de levier avec 16%, alors que l'an passé, dans cette même enquête, la formule à effet de levier était à 30%. Donc, Médéric, on voit un certain recul de cette formule. Alors oui, effectivement, on peut quand même prendre un effet panel, mais néanmoins, il y a un réel arbitrage effectivement entre la formule à levier qui était souvent destinée à des petites souscriptions et qui était plus favorable justement aux petits épargnants, mais qui du coup on pourrait dire cannibalisé par une forme d'abondement unilatéral qui lui aussi remplit cet objectif de distribution, de partage de la valeur et, comme son nom l'indique, sans apport personnel et donc favorise aussi l'accès à l'actionnaire salarié des petits souscripteurs et des petits épargnants. Sans compter que les formules à effet de levier sont des montages financiers relativement complexes. Exactement, oui. Qui nécessitent un effort de communication accru. Et donc, peut-être beaucoup d'émetteurs ont jugé que la conjoncture de la bourse aidant, c'était peut-être plus facile de proposer ce qu'on appelle une offre classique, où finalement, à la hausse ou à la baisse en fonction du cours de l'action, enfin le gain ou la perte se fait directement en fonction de l'évolution du cours de l'action à la sortie. Mais pour autant, si on voit le détail par la suite, on constate que, certes, il y a des formules classiques, mais il y a d'abord une décote. Ça, c'est clair. La décote est en moyenne à 18%. 66% des répondants proposent une décote à 20%. Et donc, cette norme d'une décote de 20% reste quand même prédominante. Alors, on a interrogé justement les entreprises pour voir si cette fameuse décision qui a été prise en octobre de revoir les changements dans la comptabilité IFRS de la décote avait un impact sur le montant de la décote. La réponse est oui pour 33% et non pour 62%. Donc, il y a quand même un tiers des entreprises qui ont réduit leur décote. Oui, ça a un réel impact.
parce que le surcoût n'est pas neutre, parce qu'on doit payer upfront la première année. Donc cette mesure-là, d'après la discussion qu'on a eue lors de la restitution qui a été faite il y a 3 jours avec la FAS, il y a quand même des discussions qui progressent avec l'ANC et puis l'AFG ou la FAS pour un peu amodier l'impact économique de ce changement de comptabilisation, même si on ne peut pas faire grand-chose face à cette décision des commissaires aux comptes. Mais le deuxième point qui est très important pour moi, c'est que 78% des plans proposent un abondement, une formule abondée contre 22%, avec un montant qui est loin d'être négligeable, qui est au maximum à 1217 euros et en moyenne à 738 euros. Voilà. Et ça, je pense que dans l'incitation à souscrire, il y a 2 paramètres qui jouent. Le premier, vous êtes en France, vous arbitrez votre participation, votre intéressement, ça veut dire que vous pouvez détenir des parts de FCPE sans finalement sortir 1 euro de votre poche. Ça, c'est le premier point. Mais à l'international, ça n'est pas possible. Et le deuxième incentive, c'est vos versements volontaires sont abondés. Et les versements volontaires peuvent être abondés en cash ou en actions. Mais en moyenne, le montant de l'abondement est actuellement à 738 euros, qui est quand même un montant assez conséquent, effectivement, et qui donne de l'attractivité aux offres classiques. Et qui me fait dire aussi, par rapport au risque au capital que prennent les salariés qui achètent des actions, c'est qu'il faudrait quand même que, pour qu'ils commencent à perdre de l'argent, que le cours de l'action soit à un niveau inférieur au montant de la décote et de l'abondement. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est 2 leviers qui viennent protéger l'épargnant, malgré cette risque en perte de capital qu'impute la formule classique. Voilà, donc importance de l'abondement. Sur la suite. L'abondement également à l'international. Donc là, une entreprise sur 2 propose donc de l'abondement à l'international et 70% dans 11 à 50 pays, 70% le proposent. Donc c'est plutôt dans la tranche des 11-50 pays que l'on propose l'abondement, moins dans la tranche des 0 à 10 pays à l'international. Oui, effectivement, on constate que plus l'entreprise propose son plan international, plus il y a de leviers et d'outils qui accompagnent ce plan, donc de la décote et effectivement de l'abondement. Malgré la complexité juridique que cela peut représenter dans certains pays, en actionnariat direct, etc., l'abondement maintenant fait partie aussi. Donc on observe quand même une certaine rapprochement de la qualité des offres dans tous les pays pour assurer une équité interne qui reste l'objectif des émetteurs. Oui, bien sûr, effectivement, dans l'actionnaire salarié, comme on le disait, notamment vis-à-vis de la RSE, il y a une volonté d'égalité, d'engagement, et qui, du coup, a un besoin d'homogénéité du plan à travers les différents pays qui sont éligibles. Alors, les facilités de paiement, c'est quelque chose qui est pratiqué par 40% des émetteurs. C'est quelque chose qui peut avoir un certain écho auprès des salariés pour lisser leur engagement financier. Et finalement, on le fait soit sur des délais courts, 38% le font sur 3 mois, sur des délais plus longs. Également, 38% le font sur 12 mois et moins sur les délais intermédiaires. Oui, effectivement, sur ces durées, c'est assez partagé. Mais effectivement, l'objectif étant de pouvoir piocher dans une palette et dans un panorama d'outils pour favoriser la souscription, améliorer l'efficacité du plan et permettre de s'adapter à chaque situation, à chaque épargnant. Donc on peut choisir quelques outils, mais aussi les cumuler, comme on l'a vu, pour booster le plan et à être sûr de son succès. C'est quand même une gestion administrative un peu lourde au niveau de la paye qui peut expliquer que beaucoup d'émetteurs ne cherchent pas cette facilité, mais quand elle existe, elle a certainement un impact important pour expliquer la souscription du salarié. Oui. Alors, les frais de gestion, oui, 100% des entreprises prennent en charge les frais de tenue de compte. Donc ça, c'est une norme, une pratique. Voilà, on n'était pas surpris, mais effectivement, on a confirmé notre analyse. Et 3/4 d'entre elles prennent en charge les frais de gestion des fonds. Donc là, c'est quasiment la norme aussi.
on peut dire que ça, c'est un avantage évidemment par rapport à un actionnaire individuel, Bien sûr. d'être complètement pris en charge par l'employeur dans son investissement. Donc, confirmation, on va dire. Confirmation, et voilà, comme on le disait, donc il y a un ensemble d'outils, ça en fait partie, et effectivement, ça montre aussi l'accompagnement de l'entreprise, surtout sur les frais de gestion, donc tout au long de la vie de l'épargnant. Et donc c'est encore un facteur d'engagement notable. Donc, concernant les sources d'alimentation des fonds, on nous a posé quelques questions pour avoir le détail, et effectivement, il ressort 4 sources principales. Donc, le versement volontaire seul à 28%, qui du coup est la source principale, et donc l'intéressement et participation donc à 21 et 20%, qui cumulé du coup est la source fondamentale, et qui, on précise effectivement, qui provient surtout de la France, puisque c'est en France qu'on peut arbitrer ces fonds. Et ensuite, donc, l'arbitrage d'avoir disponible, qui est également donc 19%. Donc on a un gros volume sur ces quatre possibilités. Auquel on peut ajouter l'arbitrage d'avoir indisponible d'une certaine Oui, manière. Effectivement. Ce qui nous amène à intéressement, participation, disponible, indisponible, 41, 67. Ça fait quand même gros volant des sources d'alimentation pour la France. Et puis après, c'est des choses un petit peu moins lourdes en termes d'attribution d'actions gratuites, nominatifs ou d'abondement unilatéral. Et effectivement, on le verra plus tard, mais du coup, du fait de ce poids des sources d'alimentation, l'importance de synchroniser et de donner la possibilité aux salariés de pouvoir utiliser ces avoirs globaux pour justement souscrire à ce plan. Donc, si on fait le détail un peu plus précisément des versements, donc intéressement et participation, pour l'intéressement, effectivement, donc on a 29% des répondants qui ont constaté que plus de 75% de l'intéressement était versé dans le PEG. On est à 54% cumulé, donc qui déclarent avoir 50% du montant de l'intéressement qui du coup s'inscrit dans le PEG, contre 42 en 2022, donc on a 8% de plus, une progression également comme on a constaté sur l'ensemble de nos items. Et donc pour la participation, c'est un peu moindre, néanmoins on est quand même à 33% qui déclarent que plus de 50% de la participation vient alimenter le PEG, donc contre 35 là, en 2022. Là, il y a effectivement également une vraie augmentation de plus de 15%. C'est important de voir que plus d'un salarié sur deux déclare verser plus de la moitié de sa prime d'intéressement dans le PEG, à une période où on parle beaucoup du pouvoir d'achat. Exactement. Avec l'inflation. Et par ailleurs, en 2022, malgré la période de fin 2022 où on a libéré, on a rendu débloqué les fonds, finalement, ça n'a pas changé la nature des tendances. C'est-à-dire que les salariés ont bien compris quand même qu'investir leur intéressement dans le PEG présentait pas mal d'intérêt. Oui, et effectivement, et donc je le redis comme la slide précédente, mais l'importance de synchroniser et de laisser la possibilité justement aux salariés de pouvoir utiliser ces fonds, c'est vraiment une source de boost pour la souscription de ces plans. Donc on revient sur l'abondement unilatéral, on en avait parlé, donc on avait constaté par rapport aux autres formules une augmentation, peut-être pas une explosion, mais une augmentation des choix de formules d'abondement unilatéral. Donc, elles n'ont pas forcément été toujours privilégiées par les entreprises. Donc, il y a une progression, mais il faut rester mesuré. Néanmoins, du coup, on constate effectivement que ça permet de toucher la grande majorité des salariés. Effectivement, donc 65% des entreprises ont déclaré que leurs abondements unilatéraux avaient concerné plus de 75% des salariés, ce qui est très conséquent. On peut aussi expliquer le fait que ça permet pour une entreprise qui débuterait ou qui n'aurait pas eu de plan de pouvoir ouvrir l'actionnaire salarié à tous très rapidement avec un accès au PEG et de pouvoir commencer la communication, commencer la formation et créer de l'appétence pour ce genre de plan. Ouais. En fait, peu d'entreprises ont eu recours à l'abondement unilatéral, mais comme ça concerne tout le monde, quand on fait un abondement unilatéral, ça consiste à rendre actionnaires tous les salariés. En volume, c'est conséquent. En volume, c'est conséquent. Et ça explique
C'est ce qui peut paraître contradictoire. En moyenne, c'est 400 euros, c'est la moitié de ce qui est possible d'être fait. Oui, c'est ça. Donc on précisait donc 2% du pass, un peu plus de 800 euros. Donc effectivement, en moyenne, on est à 50% des possibilités. Là encore, effectivement, il y a une marge de progression possible. Mais déjà, c'est déjà une conséquent comme pour un montant. Effectivement, comme on le disait, ça concerne également tous les salariés. Donc rapporté à un volume de l'entreprise, avec, comme on disait aussi, des entreprises qui ont plus de 10 000 salariés, on commence déjà à avoir une belle enveloppe sur la table. Ce qui explique que le nombre d'actionnaires salariés ne fait que grandir. Et puis des questions techniques qui se posent par certaines entreprises. On en a eu l'occasion d'accompagner là-dessus. Est-ce que finalement cet amendement unilatéral, on veut qu'il soit net-net ? Oui, C'est-à-dire qu'on prendra en charge le forfait social et on prendrait en charge l'impact. Oui, c'est pour que ce soit complètement net-net, finalement, d'un niveau d'une prime de partage de la valeur. Oui. Et si dans notre enquête, ça ne ressort pas, mais on peut vous dire qu'on a eu des entreprises qui envisagent de le faire. Effectivement, et donc ça suit la logique que l'on a vue précédemment sur la prise en charge des frais en général, et qui était largement plébiscitée. Alors, l'international, déjà, c'est une légère augmentation de l'éligibilité des pays, 65% contre 48% en 2022 sont éligibles à un plan dans plus de la moitié des entreprises. Donc ça veut dire que là encore, l'actionnariat salarié concerne de plus en plus de salariés à l'international. Oui, c'est très net. Et c'est essentiellement dans les pays de 1 à 10, dans les groupes qui ont 1 à 10 pays ou 11 à 20 pays ou plus de 30 pays. Donc il y a une bonne répartition finalement. C'est la tranche 21-30 qui est la moins concernée. Oui, et comme on disait, il y a une homogénéité quand un plan est proposé en France et qu'il y a une possibilité de l'étendre à l'international. Les entreprises choisissent de le faire. Donc c'est très positif également. Mais ça ne se fait pas toujours de la manière la plus harmonieuse qui soit, parce qu'au plan juridique, on continue à avoir des problèmes à mettre en place le FCPE à la française, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Pologne, au Portugal, au Danemark, en Europe, et puis bien sûr aux États-Unis et au Japon, où on est obligé, pour des raisons fiscales, de faire de nominatif, de faire de l'actionnariat direct, ce qui complique un peu la chose. On a des nouveaux pays qui utilisent le FCPE, ça s'est fait, puis on a des pays qui n'utilisent ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qui sont sortis de la liste de l'actionnariat salarié, c'est la Russie notamment. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une directive il y a quelques années qui a eu un effet finalement contre-productif sur la généralisation du FCPE et que des travaux au niveau de l'Union européenne sont en cours pour remédier. Et on devrait voir les choses évoluer, c'est ce que nous expliquaient les juristes lors de la restitution. On devrait voir les choses évoluer dans un sens plus favorable au niveau de l'Union européenne, plus favorable au FCPE, ce qui serait quand même une bonne nouvelle pour les émetteurs, parce que le FCPE a quand même beaucoup d'avantages, et notamment la gestion collective et la gouvernance. Donc, à voir, mais on va sans doute assister en Europe à une harmonisation qui, bizarrement, n'a pas encore été constatée. Oui, effectivement, pour accompagner les entreprises en recherche d'homogénéité des plans, il faut effectivement une homogénéité du cadre européen. Alors, les pays qui ont recours à l'actionnariat direct, c'est ceux que vous connaissez dans vos opérations, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, l'Allemagne, le Danemark, le Japon, etc. En majorité, ça nécessite effectivement une communication un peu spécifique et puis une gestion juridique particulière et des impacts fiscaux. Il y a des pays dans lesquels on a renoncé, je l'ai dit, la Russie, mais plus curieusement, dans certains pays, la fiscalité devient compliquée. En Pologne, au Vietnam, l'apport d'action est très très compliqué. En Afrique du Nord et Centrafrique du Nord, on a des difficultés à obtenir des informations sur la faisabilité des opérations et où on a des procédures locales d'acceptation, des équivalents d'AMF qui sont très très lourdes et qui retardent les plans. Pour les sociétés non cotées, dans les pays comme l'Italie, l'Australie, la Chine et l'Afrique du Sud, là, on a des vraies difficultés juridiques liées à ce statut de non-coté. Et puis toujours en Amérique du Sud, en Argentine et au Chili, là, on a des problèmes de contrôle d'échange et de sortie des fonds qui sont récurrents. À noter que la Chine, qui avait été compliquée à une époque, semble gérer maintenant assez normalement par les émetteurs avec la SAFE,
l'autorité locale équivalent de l'AMF en Chine. Effectivement, c'est un pays qui avait été cité mais qui ne l'est plus. Donc sur ce que là, on vous fait confiance. Et effectivement, il y a une évolution positive de ces organisations. Alors, sur la question de la représentation, on a un rôle qui est joué par les associations d'actionnaires, qui est jugé très positif, qui est jugé positif, même si il n'y a d'associations de salariés actionnaires que dans 31% des groupes. Donc, c'est quand même une pratique minoritaire. Quand elle existe, c'est jugé positivement par 67%. Et quand il n'y en a pas, il n'y a pas grand-chose d'autre, en fait. Et c'est là qu'on va peut-être réfléchir ensemble à la fin de la réunion, parce que finalement, la communauté des salariés actionnaires, elle existe, elle est pérenne, elle se renouvelle, mais elle est stable pour pas mal de salariés. Ça vaudrait peut-être la peine de réfléchir à une façon d'animer cette communauté avec les associations, quand elles existent, mais aussi au-delà. Bon, c'est un sujet qu'on mettra sur la table tout à l'heure. Oui, et ça rejoint l'idée de pouvoir accompagner, de faire vivre le plan tout au long de l'année. Ces associations sont justement là aussi engagées toute la période de temps et qui sont du coup un ressort, on pense, un ressort efficace de la vie du plan et de l'incitation à souscrire. Parce que effectivement, ça apporte autant de la capacité de formation que de la capacité de communication et de confiance, je dirais. Tout à fait. En matière de gouvernance, nous avons maintenant 72% des représentants des salariés au conseil de surveillance qui sont élus. Et ça, c'est effectivement la conséquence de la loi Pacte. Et c'est généralement des représentants, des porteurs de parts du FCPE qui votent à l'Assemblée de générale, puisqu'il n'y a que 8% qui votent à titre individuel. Donc, le conseil de surveillance est le principal représentant des salariés actionnaires. Ils sont élus, ils votent à l'Assemblée générale. On a un mode de gouvernance qui est maintenant relativement clair et bien ancré, on va dire. Et puis, alors, une question qui est intéressante, le rôle des actionnaires, des administrateurs salariés actionnaires dans les conseils d'administration. Alors, nous en avons 53% qui en ont un. Nous en avons 6% qui en ont 2 et nous en avons même 32% qui en ont plus de 3. 3%, oui, 3% qui en ont plus de 3, ce qui est assez particulier. Ah oui, c'est 32% qui n'en ont pas du tout. Voilà. mais effectivement, c'est aussi un point important à signaler que il n'y a pas forcément de grande limite au nombre de représentants. Et comme on disait, ça reste exceptionnel. Mais effectivement, dans plus d'un répondant sur 2, on a un administrateur salarié actionnaire. Ça, c'est important d'être souligné. Et alors, le deuxième point, c'est dans quel comité siège-t-il? Alors, il y a encore 31% qui siègent nulle part, mais ça a diminué. C'est ce qu'il y a à retenir, c'est que ça a diminué. Et c'est du coup très positif. Néanmoins, il y a encore un effort... il y a encore un effort possible. Ça, et quand il siège dans des comités quand même une certaine importance, comme le comité rémunération, le comité audit et risque et le comité stratégique. Donc, pas dans des comités de moindre importance. Donc, voilà, la place des administrateurs salariés actionnaires se renforce. Ils sont associés à la gestion des entreprises au conseil d'administration et dans les comités. Ils apportent quelque chose de complémentaire des administrateurs salariés normaux, qui eux sont désignés quand on atteint les 3%. Oui. Et ils ont vraiment un rôle particulier de défense des salariés actionnaires. Exactement. Alors en conclusion, on va essayer de faire ressortir les enseignements de cette enquête avant de vous passer la parole pour avoir vos réactions. Premier enseignement, l'actionnariat salarié se porte bien et se développe, puisque nous avons en France plus de 50% d'actionnaires salariés dans 8 entreprises sur 10, ce qui est assez remarquable. Et nous avons 6 entreprises sur 10 qui prévoient de lancer une opération d'actionnariat salarié en 2023. 2 données importantes qui montrent la vitalité de l'actionnariat salarié chez les émetteurs. Exactement. Et donc on parlait de la France, mais également à l'international. Donc on a bien une démocratisation des offres à l'international. Donc plus de 25% d'actionnaires salariés dans 40% des entreprises participantes, ce qui est conséquent.
Et donc le taux de souscription moyen sont stables mais par rapport à l'année précédente, mais donc reste inférieur au taux constaté en France. On l'a également expliqué par le fait que la France avait des facilités de souscription, notamment vis-à-vis de l'arbitrage. Et donc la mise en place d'un FCPE dans certains pays reste difficile. On en a fait une liste, mais effectivement, avec des espoirs de cadre européen harmonisé, on peut effectivement espérer une amélioration un effacement de ces difficultés et donc une plus grande prise en charge et un plus grand étalement sur l'ensemble des pays disponibles. Autre enseignement, c'est la généralisation finalement des formules classiques qui sont privilégiées avec une décote et un abondement. La formule levier semble perdre du terrain. L'abondement unilatéral apparaît, on va dire qu'elle apparaît. Exactement. Après 3 ans. On a une croissance des plans, une augmentation des plans accompagnée d'un abondement de l'entreprise et puis aussi des entreprises qui continuent à accorder des facilités de paiement, ce qui est assez stable. Donc l'abondement aussi monte en puissance et l'abondement fait la différence au niveau de la souscription. Exactement, oui, c'est un vrai levier d'incitation à souscrire. Donc, continuons nos enseignements. Donc, on a une forte hausse du montant du moyen d'apport personnel, on l'avait dit, donc 2438 € en moyenne. Et donc, c'est donc l'intéressement qui vient alimenter, alimenter cet apport et alimenter les sources, alimenter le plan, tout simplement. Et, donc, c'est effectivement... Absolument, en France, c'est décisif. Alors, les facteurs de succès, on vous les a expliqués. Régularité, un certain nombre d'incitations, et puis RSE. Le lien entre finalement l'actionnariat salarié et les RSE au niveau du discours, au niveau du positionnement, ça a un écho important auprès des salariés. Oui, exactement. Et donc en matière de gouvernance, on l'a vu, donc il y a une confirmation des progrès constatés. On a exactement une entreprise sur 2 qui a un administrateur représentant des actionnaires salariés et dont 2 sur 3 siègent dans des comités du conseil d'administration. Et donc, en résumé, l'actionnariat salarié renforce l'empreinte rémunération des entreprises. Nous, ce qu'on appelle l'empreinte rémunération, c'est l'impact social des politiques de rémunération au sens large. Et dans cette empreinte rémunération, il n'y a pas que les éléments de rémunération monétaire, il y a des éléments liés aux avantages, il y a des éléments qui sont liés à la qualité de vie au travail. Et dans les avantages et dans les éléments qui donnent du sens à l'engagement des collaborateurs, l'actionnariat salarié a su trouver sa place. Et on constate, quand on calcule cette empreinte, quand il n'y a pas d'actionnariat salarié, on a évidemment une note par rapport à la moyenne, aux normes du marché qui est beaucoup plus basse que s'il y a de l'actionnariat salarié. Tout à fait, oui. Voilà, il est 9h23. Nous avons peut-être quelques minutes pour vous entendre, réagir à cette enquête, nous faire part de comment vous avez abordé vos plans. Est-ce que ces tendances vous confortent ou vous interpellent? La parole est à vous. Bonjour, Johan Nedelec de COFAS. Intéressant, effectivement, des chiffres qui permettent de mettre en perspective ce que nous on fait. On sait que dans notre société, on aimerait faire évoluer toute la partie, notamment abondement. Et j'avais une question sur cette thématique-là, c'est de savoir si vous avez du benchmark sur des tranches d'abondement, à savoir par exemple, si une personne met 200 €, elle peut avoir 100% d'abondement et quelque chose de dégressif jusqu'à, par exemple, 1 000 €. Alors effectivement, je ne sais pas pourquoi on a zappé cette question, parce qu'on avait une question sur la dégressivité. Je vais essayer de la retrouver. Voilà, c'est slide 29. En fait, concernant l'abondement, 43% proposent un abondement dégressif par tranche d'abondement et 57% ne le proposent pas. Alors dégressif, donc c'est pas la pratique majoritaire, mais quand c'est dégressif, soit on est sur une dégressivité d'un abondement en actions, généralement jusqu'à 4-5 actions. Et quand c'est en montant, le montant maximum de l'abondement cumulé est à 1 217 €, après avoir comment ça se répartit entre de 1 à X euros, etc. On va regarder dans les résultats si on peut creuser un peu ce point, parce que je sais que vous êtes
très intéressé dans la structuration de votre abondement entre ce qui est à la fois incitatif et puis le coût que ça représente. Mais disons que 4 entreprises sur 10 ont mis en place cette dégressivité dans des tranches qui nous amènent à un montant de 1 200 € cumulé maximum. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une autre question ou une autre réaction à faire part sur cette enquête ? En tout cas, n'hésitez pas à envoyer un chat si vous avez des réactions à nous faire partager. Vous recevrez bien sûr les résultats de cette enquête à l'issue de cette réunion. Et bien sûr, une restitution statistique, c'est une chose, mais un témoignage, c'en est un autre. Et je propose maintenant d'avoir un temps d'échange avec Anne-Claire Setti, Anne-Claire Perrin, qui est la DRH de Setti. Anne-Claire, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. On va avoir un petit échange sur ce que vous faites chez Setti. D'abord, présenter votre entreprise, qui est intéressante dans son évolution, entreprise à mission, et puis votre plan d'actionnariat salarié, votre politique d'actionnariat salarié qui a produit des résultats tout à fait significatifs. Et qu'est-ce que ça change finalement pour la vie des salariés et la vie de l'entreprise? Donc, je vous passe la parole. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est Setti? Alors, Setti, c'est une entreprise industrielle. C'est une ETI de 1500 personnes qui intervient dans le secteur de l'habitat. C'est une entreprise qui a 45 ans d'existence. On est sur 4 métiers phares. On est des industriels et fabricants de portes d'entrée, des industriels et fabricants de fenêtres, des industriels et fabricants de panneaux solaires. Et puis, on a une activité, sur ces 3 activités, on est en B2B et on est en B2C sur la rénovation énergétique. On a 1500 collaborateurs, 8 sites en France, quelques antennes à l'export, mais qui sont pour l'instant dans des tailles très confidentielles, et avec 8 marques commerciales. Je reviendrai tout à l'heure dans les étapes qu'on a passées, notamment il y a 2 ans, mais effectivement, on a adopté le statut d'entreprise à mission il y a 2 ans pour être dans une continuité d'engagement RSE, avec un historique sur le partage de la valeur qui date de très longtemps. Avec une histoire donc, qui remonte à la création en 1986, avec beaucoup d'acquisitions, et puis cette date clé du 1er juillet 2021 où Setti est devenue entreprise à mission. Et on va le voir après pour expliquer cette logique finalement qui vous amène à ce statut. Vous êtes une entreprise très labellisée. Et au niveau Oui. de la lutte contre le réchauffement climatique, dans votre activité, c'est important. Alors, ce que je vous disais, le sujet de l'entreprise à mission a été pour nous un accélérateur d'une politique RSE qui date de plus de 15 ans. Où on a rythmé le développement de l'entreprise avec en parallèle des plans d'action qui œuvraient sur l'ensemble de notre responsabilité. On a souhaité assez rapidement se faire labelliser. Pourquoi? Pour le regard externe, le fait d'avoir des arrêts sur image pour faire état de nos performances et le chemin parcouru, et puis que ce soit visible et que ça engage aussi l'ensemble de nos parties prenantes. Donc là, j'en ai mis 3 en exemple, mais c'est le label Lucie qui est un des premiers labels qui a permis aux entreprises qui le souhaitaient de se faire auditer sur leur responsabilité RSE. Le deuxième que j'ai cité, parce qu'il est plus récent, mais il est pour nous très cohérent avec l'ensemble de notre modèle, c'est qu'on a l'ensemble de notre endettement est soumis à des prêts dont les taux d'intérêt sont variables en fonction de nos performances RSE. Voilà, donc et ça nous permet là aussi d'être audité par Etifinance qui vient nous chercher sur l'ensemble de nos engagements.
Et le troisième que j'ai cité, c'est qu'on s'est engagé dans une démarche avec l'ADEME sur la réduction de notre bilan carbone. On est une entreprise industrielle, on a des matières premières utilisées qui sont entre autres l'acier et l'aluminium. Donc je vous laisse imaginer la couleur de notre bilan carbone. Pour autant, on s'est engagé dans une démarche de le réduire de 50% d'ici 2030 et avec des paliers qui sont très engageants, hein, notamment sur toutes nos innovations pour réussir à le réduire de 50%. Très bien. Alors, on va revenir sur la date du 1er juillet 2021 parce que c'est une date importante marquée par le départ du fondateur et un certain nombre d'évolutions du capital. Oui, alors, effectivement, en 2021, on a cumulé un certain nombre de changements. L'actionnariat salarié chez SETI, je fais un rapide historique, il date du premier LBO de Yann Rolland, qui était l'ancien président, qui, quand il a racheté l'entreprise, a estimé avec son LBO que si tout se passait bien, il allait s'enrichir, mais qu'il n'était pas normal qu'il soit le seul. Et donc, il a ouvert l'actionnariat salarié dès 2007, sans abondement, sans décote, simplement en l'ouvrant à tous ceux qu'il souhaitait, c'est-à-dire que ce n'était pas forcément les cadres de l'entreprise. Et progressivement, il a fait monter au capital et à chaque opération tous ceux qui le souhaitaient. Et puis en 2021, s'est posé un sujet d'âge. Il était président de l'entreprise, il y avait un directeur général, il détenait, il était actionnaire majoritaire. On avait des sujets de gouvernance, de capitaux, et on a aligné 3 choses. Le premier, c'est l'entreprise à mission, je vous en ai parlé. Pour nous, c'était cohérent qu'on le fasse et qu'on réengage l'entreprise sur notre responsabilité globale. Le deuxième, c'est le départ du fondateur, et effectivement, Yann a cédé son capital pour en partie le transmettre aux actionnaires restants, mais aussi pour le transmettre à un fonds de dotation qui est aujourd'hui actionnaire à 30% de l'entreprise, détenu par sa famille et qui est le seul actionnaire à percevoir des dividendes. C'est convenu dans le pacte 2021 et dont les investissements sont exclusivement à but philanthropique, donc il nous fait un bilan chaque année des associations et de toutes les initiatives qu'il soutient à travers son fonds de dotation. Pour 30%, on a rechallengé les fonds actionnaires et les fonds d'investissement qui étaient présents au capital. Il y en a un qui est resté, c'est Ouest Croissance, c'est un fonds régional. Et on a fait rentrer 2 fonds, Tikeo T2 qui est un fonds dédié à la transition énergétique et puis Quadia qui est un fonds à impact. Pourquoi ? Parce que c'était aligné aussi avec l'accélération qu'on voulait donner à notre responsabilité globale et notamment à travers notre nouveau statut d'entreprise à mission. Et on voulait être challengé sur le sujet à travers les fonds qui venaient nous rejoindre. Et puis le troisième pan, et c'est ce qui nous réunit ce matin, c'est l'actionnariat salarié. Avant 2021, on avait à peu près 200 salariés et on était un peu plus de 1000 salariés. Et on a souhaité accélérer et pour la première fois dans l'histoire du groupe, nous avons mis en place de l'abondement, un système de décote parce qu'on voulait très largement intéresser nos salariés. On n'a pas voulu aller dans le versement d'actions gratuites qui aurait concerné tout le monde. On souhaitait rester sur une démarche volontaire de nos salariés, mais par contre, on l'a incentivé. Et donc, on est passé de 200 à 715 salariés. Donc, c'est plus de 60% de nos salariés sont actionnaires. Et quand on cumule le fonds de dotation et l'actionnariat salarié, on reste majoritaire et indépendant. Et c'était aussi un objectif clé que nous avions, c'est de maintenir notre indépendance. Alors, dans l'offre que vous avez faite à vos salariés, vous avez choisi un mode d'incitation assez puissant, c'est-à-dire que 1 pour 1 en termes d'abondement sur les versements. Oui, on a fait 2 choses. On a mis en place un abondement sur les 1000 premiers euros de 1 pour 1. Et puis, on a mis une décote qui était... Alors, l'abondement est valable sur toute la durée du plan, donc sur les 5 ans du plan qu'on a ouvert en 2021.
Donc, des personnes qui rentrent au capital cette année, qui ont intégré l'entreprise cette année, ont le droit à l'abondement. Par contre, la décote, c'était uniquement au moment de l'opération. Et une décote de 30% au maximum de la De loi. 30%, Ouais. ouais. C'est notable et ça doit être souligné. Alors, une chose aussi qui est très intéressante, c'est que vous aviez fait un sondage auprès de vos collaborateurs avant l'opération pour voir s'ils étaient tentés. Oui, bah, comme je viens de vous l'expliquer, on mettait beaucoup de choses sur la table, un changement de gouvernance, des nouveaux fonds d'invest, une opération globale qu'il fallait financer, avec une orientation sur l'actionnariat salarié qui était nouvelle. On a fait un sondage pour tester la compréhension d'abord du modèle, hein, et le sondage, il a porté évidemment sur est-ce que vous comptez investir et dans quelle proportion, mais aussi récolter les avis sur l'entreprise à mission, le changement de gouvernance et la façon dont ils voyaient évoluer les choses. C'était d'autant plus important qu'on avait 200 actionnaires qui étaient là depuis de très nombreuses années et qu'on avait besoin de les embarquer aussi dans ce modèle. Voilà. Et ce sondage a été... on ne l'a pas fait l'année dernière, hein, parce que chaque année, on renouvelle l'opération à travers le versement de l'intéressement et de la participation et on réouvre la souscription. C'est un sondage qu'on a fait en 2021, qu'on ne renouvelle pas, qu'on fera sans doute dans 3 ans maintenant quand on réécrira une nouvelle page, mais il nous a permis d'avoir une vision de la proportion des salariés intéressés, la compréhension du modèle, de pouvoir, avec nos investisseurs, négocier aussi le pacte, parce que pour une partie du coût de décote, c'est nos investisseurs qui ont financé, pour une autre partie, c'est l'entreprise. Donc ça nous permettait aussi, nous, de projeter le coût global de l'opération. Et ce qui a été pour nous très positif, c'est qu'entre le sondage et la réalité, on a augmenté le nombre de souscripteurs et le volume de souscription. Ça veut dire qu'au niveau du sondage, il y avait 54% des gens qui se déclaraient prêts. Et Ouais. après la campagne de communication, on est à 61%. Exactement. Ça veut dire que la communication a convaincu un certain nombre de gens qui, a priori, n'étaient pas enclins à investir. Bah, vous l'avez cité tout à l'heure, hein, l'importance de la communication dans ce type d'opération. On s'est beaucoup investi à quelques-uns du COMEX en allant sur tous les sites et en faisant des réunions d'information, mais pas en plénière, hein, par petits groupes. Donc ça a été, je pense, assez bénéfique par petits groupes de salariés. Et puis, pour permettre l'expression et les questions, on avait évidemment une hotline et puis un dispositif de questions qui était tenu à la fois par 2 salariés du groupe qui nous aident à gérer la société actionnaire qui existe depuis 15 ans et qui sont très au fait de ce sujet-là, mais évidemment avec le partenaire avec lequel on a fait l'opération. Donc c'est sûr qu'on a beaucoup investi sur la présence terrain, la communication, écran, documentation bien sûr, mais aussi la présence terrain. Et je pense sincèrement que c'est ce dernier point qui a été assez déclencheur de l'augmentation des souscripteurs. 75 réunions, en moyenne 7 par jour, ça veut dire que vous avez occupé le terrain. Oui, mais c'est aussi, et ça a été cité, hein, à travers tout ça, il y a aussi la politique salariale du groupe. On insistait en disant qu'il ne fallait pas tout y mettre dans le FCPCTI, que c'était un équilibre, qu'on avait différents dispositifs dans notre politique salariale. C'est un élément clé, et on le vit notamment depuis 2 ans à travers les sujets de pouvoir d'achat, l'actionnariat salarié, dans le regard de nos collaborateurs. Permet globalement d'avoir une politique salariale qui est très tonique et attractive pour le groupe, mais ça ne règle pas le sujet du pouvoir d'achat au quotidien. Donc, on est toujours attentif dans nos messages à à inciter tout le monde à embarquer dans l'aventure, mais en tenant des proportions raisonnables pour chacun. Tout à fait. Alors, donc on l'a dit, la souscription a été plus forte que dans le sondage, puisqu'elle s'était élevée à 61%, et la participation, l'intéressement jouait un rôle important.
qui a Oui. expliqué une sursouscription finalement. Alors, c'est sûr que c'est arrivé aussi après une très belle année, puisque le post-Covid sur le marché de l'habitat a été, voilà, on clôture 2 très belles années, donc avec des niveaux d'intéressement et de participation qui sont importants. Après, ce qu'il faut marquer, c'est qu'on a une partie de nos entités qui n'ont pas d'intéressement pour des raisons de résultats et qui ont quand même souscrit. Ce que je peux vous dire, par exemple, début 2023, on a sur la souscription, 40% vient de l'intéressement, 40% vient de la participation, on a 10%, ça vient de versement volontaire, et 10%, c'est l'abondement qu'on verse. Très bien. Alors peut-être un mot sur cette notion d'entreprise à mission dans votre modèle. Ça se situe clairement au centre. Comment vous articulez tout ça ? Alors, l'entreprise à mission, je l'ai dit tout à l'heure, on a souhaité utiliser ce nouveau modèle d'entreprise qui a été permis par la loi Pacte, parce que pour nous, c'était une continuité. Ça nous a permis de réécrire l'utilité de l'entreprise, c'est la raison d'être que vous voyez au milieu, et puis de redéfinir, et c'est dans nos statuts, ça nous engage dans la durée, quel que soit l'actionnaire de demain, sur 3 grands piliers, vivre et innover, vivre et travailler, vivre et s'engager. Et on le verra tout à l'heure, dans un des piliers, on a pris des engagements sur la notion de partage de la valeur, qui sont visibles et qui nous contraignent. C'est un terme un peu négatif, et pour nous, il est positif, c'est-à-dire que ça nous engage dans la durée vis-à-vis de nos salariés. Et donc, le modèle de l'entreprise à mission, il s'appuie sur des valeurs individuelles, des valeurs collectives, une mission et des statuts qui nous engagent et sur lesquels, pour ceux qui connaissent le statut, sur lequel nous sommes audités, et après 5 engagements et qui nourrissent toutes nos feuilles de route industrielles, commerciales, RH, finance. On part tous dans nos axes stratégiques de ce socle de mission. Et ça s'appuie après sur une matrice. Je crois que Rodolphe, on en parle juste après. Oui, effectivement. Pardon, excusez-moi. Non, oui, donc on retrouve le partage de la valeur dans un des engagements vivre et s'engager. Oui. Donc, dans vivre et s'engager, on a, vous le voyez, 2 indicateurs majeurs sur lesquels on s'est fixé des objectifs sur 5 ans. C'est le pourcentage de salariés actionnaires, et on vise une augmentation, et le pourcentage de salariés éligibles à l'intéressement et à la participation, avec un rythme qu'on a défini depuis, parce que je vous l'ai dit, on a 2 entités au sein du groupe qui aujourd'hui n'y sont pas éligibles. Voilà. Donc ces engagements-là, ils nous sont opposables par l'OTI, l'organisme tiers indépendant qui vient tous les 18 mois voir si nos actions, nos résultats sont en lien avec les engagements qu'on a pris dans le cadre de notre statut. Et puis ça rend lisible les choses avec des plans d'action pluriannuels. Voilà. Mais c'est ce que j'aurais envie de vous dire en synthèse, c'est que l'entreprise à mission nous a permis de réécrire l'utilité de l'entreprise dans sa responsabilité globale et de pérenniser, pour le sujet qui nous intéresse ce matin, nos engagements en matière de partage de la valeur. Très bien, merci Anne-Claire, c'est très clair. Est-ce que ça appelle des questions à notre invité ou des réactions des participants ? Dans le contexte du vote de la loi de partage de la valeur, là, qui vient d'être votée en première lecture à l'Assemblée nationale, en fait, on se rend compte qu'une entreprise innovante et qui a des idées, comme les CETI, finalement, peut faire beaucoup sans qu'on change. On vous enverra de l'information sur ce qui a été voté, parce qu'on atteint maintenant un degré de complexité tel qu'il faut un certain temps pour digérer, je pense. Et en fait, les solutions de bon sens et les solutions simples, cohérentes, qui découlent de ce que vous êtes, ce que vous voulez être, et de ce que ça représente en termes d'engagements sociaux, sont plus, à mon sens, impactantes que cette ingénierie de plus en plus sophistiquée qui nous vient d'abord de l'accord national interprofessionnel, puis de la loi de partage de la valeur, dont on a un peu de mal de voir en quoi il touche l'actionnariat salarié tel qu'on l'entend, en créant des dispositifs un peu périphériques. Mais je reviendrai sur ce sujet. Ce que je peux
témoigner dans les retours qu'on a sur le modèle qu'on a créé, c'est que des entreprises qui font de l'actionnariat salarié, il y en a de plus en plus, c'est tant mieux. Des entreprises qui s'engagent sur leur responsabilité globale, il y en a de plus en plus, et c'est tant mieux. De toute façon, on va avoir des obligations réglementaires sur le sujet, il y en a de plus en plus. Mais des entreprises qui cumulent l'entreprise à mission, l'actionnariat salarié, la cession d'actions à travers un fonds de dotation au moment d'un changement de gouvernance, c'est plus rare. Et ce que on a, nous, trouvé intéressant dans l'exercice qu'on a fait en 2021, c'est de projeter l'entreprise en alignant l'ensemble de ces sujets. Je dois dire que là, vraiment, vous cochez toutes les cases. Bravo. Moi, il y a une entreprise avec qui on a travaillé qui a aussi basculé entreprise à mission et qui a mis l'actionnariat salarié au cœur de son projet, c'est Corian, l'an passé. Mais il n'y en a pas énormément et vous êtes en pointe, on peut dire, sur ce sujet. Merci beaucoup. Continuez à faire prospérer l'actionnariat salarié et merci de votre témoignage. Je sais que vous avez eu un prix FAS également en fin 2022 pour la récompense de vos efforts en la matière. Merci en tout cas et à disposition si pour certains vous voulez échanger par ailleurs. Très bien. Merci beaucoup. Alors, il nous reste un quart d'heure et justement, entre la présentation chiffrée et puis ce qu'on entend des nouvelles pratiques, on s'est dit il faudrait que l'on aille un peu plus loin et ouvrir, à investiguer des champs qui n'ont pas été assez. C'est le sens de cette proposition qui s'appelle Share Plus. Aujourd'hui, on l'a vu, l'actionnariat salarié se montre bien. Mais il y a 3 domaines sur lesquels on peut faire mieux, de ce que nous voyons de notre balcon. Le premier, c'est le portage et le partage de la stratégie par les salariés, premier axe. Le deuxième, c'est la mesure de l'impact des plans sur la performance des salariés actionnaires, parce que c'est quand même au cœur de l'objectif. Est-ce qu'un salarié actionnaire a moins d'absentéisme, est plus efficace opérationnellement, contribue à la création de valeur plus qu'avant? Finalement, c'est l'objectif, mais on ne l'a jamais mesuré, véritablement, hormis de manière macro, tel que je vais vous le montrer après. Donc, deuxième axe, comment faire pour mesurer cet impact? Quel KPI devons-nous développer? Troisième axe, on a aujourd'hui une communauté d'actionnaires salariés qui est nombreuse, qui représente parfois la totalité des salariés quand on a un abondement unilatéral ou une majorité de salariés, mais finalement qui n'est pas animée en dehors des périodes de souscription. Et c'est un troisième axe de réflexion qu'on veut partager avec vous. Mais d'abord, quelques statistiques encore. Je suis désolé de revenir parce que c'est des statistiques qui sont moins favorables que ce que nous avons pu voir dans l'enquête FAS. Statistiques qui nous viennent des États-Unis. On a été surpris de voir que finalement, 29% du top management d'une entreprise est en ligne avec la stratégie de cette entreprise. 28% du mid-management est capable de parler, de décrire précisément la stratégie de son employeur. Et 21% des employés sont capables d'en parler. Donc on se dit qu'il y a quand même un petit déficit d'appropriation de la stratégie par les salariés, le middle management, voire la direction, qui nécessiterait peut-être de profiter du fait qu'on fait des plans d'actionnariat salarié pour remettre en perspective cette stratégie et l'implication des salariés dans sa réussite. C'est d'autant plus important qu'on sait que des salariés qui sont alignés avec la stratégie de leur entreprise, ça veut dire 70% d'amélioration de la performance au global, ça veut dire une croissance des revenus plus forte, ça veut dire une profitabilité plus forte et ça veut dire des clients plus satisfaits. Et donc, on a atteint un premier objectif historiquement dans l'actionnariat salarié, c'est qu'on a des taux de souscription qui sont élevés maintenant. Mais je pense qu'on doit se fixer maintenant un objectif plus ambitieux, qui est finalement l'engagement des salariés dans la stratégie, leur adhésion, leur capacité finalement d'agir au quotidien pour la rendre efficace et effective. Voilà le premier constat. Et quand on regarde les chiffres de la FAS, toujours elle constate que les entreprises dont le capital est en partie détenu par les salariés sont plus performantes. On l'a fait sur les entreprises du CAC 40, du SBF 120, et on a l'index FAS-IAS, qui, sur les 250 salariés qui ont 3% du capital détenu des salariés, est à 5200. Et cet indice est supérieur, au moment où il a été calculé, je ne sais pas si ça a été recalculé récemment, il était supérieur depuis 2000 à l'indice des CAC 40 et des SBF 120. Donc, il y a un delta de performance globale qu'on peut avancer
sur les entreprises qui ont plus de 3% du capital détenu par les salariés, ce qui est maintenant très fréquent. Donc ça, c'est pour authentifier le constat. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est là que nous avons finalement élaboré 3 pistes d'action sur lesquelles nous serions bien sûr disponibles de discuter avec vous. La première, c'est finalement comment faire pour transformer des salariés actionnaires en actionnaires salariés. À travers cette inversion des termes, je crois qu'on change le modèle. Un salarié actionnaire, il va quand même rester dans sa tête avant tout un salarié. Et le fait d'être actionnaire, si ça lui permet de faire des gains, d'avoir plus d'informations sur la marge de son entreprise, il ne peut que s'en réjouir. Mais pour autant, il n'y a pas un changement fondamental dans sa posture à l'égard de l'entreprise, dans son implication et son adhésion à la stratégie et dans son comportement quotidien. Et pour pouvoir mesurer cette transformation du salarié actionnaire en actionnaire salarié, il faut que nous soyons en capacité de mesurer la contribution à la performance de ce salarié ou de cet actionnaire salarié, performance sous tous ses volets. Performance RH, absentéisme, par exemple. Est-ce que le taux d'absentéisme baisse parmi la partie des salariés qui sont actionnaires par rapport aux autres qui ne le sont pas? Performance opérationnelle, de gestion, à travers l'EBITDA, performance financière, à travers un certain nombre d'indicateurs financiers que vous connaissez. Et donc, on voudrait effectivement faire des monographies, des études dans les entreprises pour comparer sur la durée l'évolution de ces critères entre un groupe de salariés actionnaires et un groupe de salariés qui ne l'est pas. La troisième piste qu'on met à votre réflexion, c'est que nous avons maintenant dans la plupart des plans des ambassadeurs, des relais locaux qui sont en capacité finalement de communiquer. Le plan est essentiellement les avantages de l'offre qui sont mis à contribution pour un certain nombre de tâches techniques relatives à la collecte des éligibles, la revue des traductions ou des documents, ou après la période de souscription à la remontée des fonds. Et pour autant, s'agit-il d'ambassadeurs capables de parler de la stratégie et de faire le lien entre la stratégie et le plan, d'embarquer les salariés sur les deux aspects de l'offre, et d'ambassadeurs qui peuvent être des gens exerçant des responsabilités managériales importantes, pas uniquement des responsables ressources humaines. Et ça, c'est le point que nous avons commencé à travailler avec Verbatim, qui est une société du groupe Alixio. Et dans certaines missions, on a formé des ambassadeurs, comme Verbatim est une société qui forme à la prise de parole en public, et qui peut le faire dans tous les pays maintenant, pour renforcer l'impact des messages, non seulement sur l'offre, mais également sur la capacité à partager la stratégie en lien avec l'offre. Et ça, c'est le troisième volet que nous mettons à votre réflexion pour finalement construire dans la durée une offre plus impactante. Et donc, finalement, je terminerai là-dessus, c'est que nous avons une communauté d'actionnaires salariés. Cette communauté d'actionnaires salariés, honnêtement, elle est moins suivie que les autres actionnaires individuels ou institutionnels. Ils sont représentés à l'Assemblée générale, on l'a dit, donc ils n'y vont pas. Certaines entreprises parmi nos clients sont allées plus loin, organisent des assemblées générales virtuelles réservées aux salariés actionnaires avec la présence du président, la présence du président du conseil de surveillance, pour finalement tenir un discours qui est celui qui s'est dit en Assemblée générale et qu'il faut aussi partager avec les actionnaires salariés. On peut aussi envisager que les sites dont parlait Médéric tout à l'heure ne soient pas désactivés le lendemain de la période de souscription, mais deviennent pérennes. Et finalement, ce soit, si votre plan a un nom, ce soit le site de l'actionnariat salarié qui vous donne des informations économiques sur les résultats trimestriels, sur les assemblées générales, sur les évolutions stratégiques, les acquisitions que peuvent connaître les entreprises, et sur l'évolution, bien sûr, du cours de l'action au quotidien. Donc, un site qui a vocation à devenir pérenne, et aussi donner une information sur la génération des plans précédents. Quand on a 4-5 plans en cours sur lesquels on est bloqué, ce n'est pas inintéressant sur le cluster actionnariat direct,
prêteurs dans une offre à levier, de savoir où en est la performance après 3 ans. Quand même pas inintéressant, plutôt que d'attendre au bout de 50, savoir exactement quel gain on va réaliser. Donc voilà un certain nombre de pistes que nous qu'on partageons avec vous pour finalement transformer l'actionnariat salarié et transformer nos salariés actionnaires en actionnaires salariés. Je vous laisse réagir. Il reste 5 minutes si vous avez des réactions ou des questions sur ces propositions. Mais sachez que nous sommes à votre disposition pour aller plus loin et en parler avec vous. Bonjour Rodolphe, j'ai en effet une question à te poser, une question subsidiaire. L'actionnariat, effectivement, comme on l'a connu, permettait d'inscrire les personnes et les salariés dans le temps et de les fidéliser aussi, hein, puisque c'est un des leviers. Aujourd'hui, on est confronté à l'émergence de générations pour lesquelles il y a une certaine volatilité, on va dire, dans l'entreprise et qui ne s'inscrit plus forcément effectivement dans le temps. Est-ce qu'il peut y avoir un problème de dichotomie entre effectivement le souhait d'investir en passant par l'actionnariat et le fait qu'il y ait quand même un turnover qui peut être plus accéléré et plus rapide? C'est une bonne question. Effectivement, on constate un turnover élevé parmi les nouvelles générations et on constate aussi de leur part une attente de sens. Et là, justement, l'actionnariat salarié, c'est la meilleure réponse à cette attente de sens, dans la mesure où on inscrit le salarié comme un acteur vraiment actif et contributeur de la performance et de l'histoire qu'on est en train de créer. Donc, en communiquant davantage sur cet aspect, je pense qu'on envoie un message important aux nouvelles générations. Et c'est là aussi les entreprises peuvent faire la différence pour fidéliser un certain nombre de membres de cette génération. Après, au plan technique, on peut réduire les durées de blocage, notamment à l'international. Ça nécessite une décision du conseil d'administration. J'ai vu de plans où on avait ramené la durée de blocage à 2 ans à l'international, parce que c'est en France, le FCPE, ça fait longtemps qu'il existe, on sait qu'il est bloqué 5 ans, mais il y a 10 cas de sortie anticipée, donc quelque part, il est moins emprisonnant que dans certains pays. Ou aux États-Unis, par exemple, l'idée de bloquer son épargne 5 ans avec peu de cas de sortie anticipée n'est pas forcément quelque chose qui va inciter les gens à le faire. Donc là, il y a peut-être une souplesse qu'on devrait peut-être obtenir plus souvent dans la durée, quitte à bouger peut-être la réglementation. Donc effectivement, on a un sujet. L'actionnariat salarié, c'est l'outil principal de fidélisation. Il s'adresse, de par sa finalité, il donne une réponse aux questions qui sont posées aux entreprises. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter, quoi. Merci. Alors, pour terminer et vous donner un peu de visibilité pour les prochains rendez-vous, bien sûr. Alors, on a déplacé, on vous en informe, la date du prochain Club REM+, du 6 au 21 septembre. Donc, la prochaine réunion aura lieu le 21 septembre. Vous aurez une information pour bouger cette date dans vos agendas. Et sa finalité est simple. Comme nous l'avons fait régulièrement depuis quelques mois, nous allons lancer la semaine prochaine la prochaine enquête ENAO. L'objectif est de vous permettre de voir la tendance à la rentrée, le 21 septembre, pour pouvoir préparer vos budgets de ENAO 2024. Donc on verra à cette occasion la température, le baromètre pour la prochaine campagne. Est-ce qu'on en reste sur des budgets à 4,5% comme on avait constaté au mois d'avril, ou est-ce que vous anticipez une baisse de l'inflation en 2024 ? Donc la séquence, c'est effectivement à partir du 20 juillet jusqu'au 21 août, on vous laisse un mois pour répondre à ce questionnaire qu'on vous restituera le 21 septembre lors de la prochaine réunion du Club REM+. Voilà, donc je vous invite évidemment à répondre. Vous étiez 150 à répondre à la précédente enquête. Plus on a de répondants, plus cette enquête a du poids et c'est une enquête de référence pour les entreprises, ce qu'elle est devenue. Donc ne lâchons pas sur ce point. C'est une petite demi-heure de réponse pour répondre à l'enquête ENAO, mais je pense que beaucoup d'entreprises sont intéressées par les résultats. Voilà, il est 10 heures, nous sommes ponctuels. Je vous remercie de votre participation et je vous souhaite un bel été si je n'ai pas l'occasion de vous revoir et de vous retrouver au mois de septembre. À bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.